ponctuée par l'annonce du dialogue. L'opposition reporte sa marche et pose des exigences de l'opposition et de l'autre côté, l'Union sacrée est en train aussi de se préparer à actionner la rue, la question centrale, dialogue inclusif ou exclusif, pour quelle finalité? Pour répondre à ces enjeux, pour la toute première fois, Madame Jocelyne Dena, au cadre du parti Envol, est notre invitée qui fait déjà son entrée sous les ovations du public. Bienvenue, Madame Dena. Merci beaucoup. Bonsoir et bienvenue dans Politis. Merci. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous. Et la République démocratique du Congo. Comment vous voyez la République démocratique du Congo se porte très mal. Très mal. Très mal. Et je pense que à partir de cette émission, nous allons décortiquer ce qui est vraiment plus important que la République démocratique du Congo aujourd'hui doit mettre en place pour retrouver que ce soit la paix, le bien-être et le bon vivre ensemble. Merci beaucoup. Prenez place. Merci beaucoup. Bienvenue dans Politis. Je rappelle que nous avons le plaisir de recevoir pour la toute première fois Madame Jocelyne Dena. Elle est de Envol de Déli Sissama. Première question, comment va le président Déli Sissama? Je ne peux pas dire qu'il se porte très bien parce que vous savez que depuis ce qui s'était passé le 12 juin dernier, il avait fallu qu'il aille à l'extérieur ou à l'étranger pour faire un contrôle médical par rapport aux projectiles des balles en caoutchouc qu'il avait reçus sur lui. Et ça ne l'avait pas été accordé et c'est comme ça qu'il est encore ici. Bon, il se contente des soins médicaux d'ici et je pense que ça pourrait aller mieux. Il va un peu mieux. Oui, ça va quand même, mais pas au zénith comme il a toujours été. Vous confirmez que son passeport lui a été restitué? Oui, son passeport a été bel et bien restitué. Et puis voilà, nous pensons qu'après tout ceci, il aura le temps de pouvoir s'envoler à l'extérieur du pays pour aller poursuivre le soin médical. Entrons dans le vif du sujet. L'opposition a été conviée à Bujumbura et après, on a eu de réactions qui sont fusées de partout et après on a entendu, il y a eu le report de la marche qui était prévue le 8 et après on a vu le président de la République appeler la SENCO, les CC, bref les confessions religieuses, une annonce importante faite par le cardinal Fridolin Mbongo, les dialogues. Comment vous, de votre côté en vol, avez-vous accueilli cette nouvelle? Bon, c'est plusieurs questions à la fois. Je voudrais aller par ordre des questions. Premièrement, par rapport à ce qui s'est passé à Bujumbura, vous êtes sans ignorer que M. Félix avait rencontré le président du dit pays pour parler par rapport à la situation sécuritaire de notre pays. Et je pense que c'est juste après que le président de ce pays a voulu rencontrer les opposants. Bon, parlant du C64, il n'y avait pas que, il y avait les confessions religieuses, j'avais vu aussi Lizzy Bahama qui était là, bref, plusieurs personnalités, parce qu'il avait voulu entendre tous les sons de cloche, parce qu'un bon chef n'entend pas d'un seul côté, il entend de tous les côtés. Et c'est comme ça qu'il avait manifesté cette envie-là de pouvoir écouter tout le monde. Et puisque nous sommes des patriotes, nous sommes républicains, nous sommes là pour le bien-être de la population et surtout que nous sommes une opposition pacifique. Nous ne sommes pas des effrontés. C'est comme ça que lorsqu'ils ont dit que M. Tshisekedi avait donné cette envie-là ou avait accepté le fait de pouvoir mettre en place un dialogue, c'est comme ça que nous avions reporté la marche du 8 parce qu'il avait fallu écouter le président du Burundi qui, présentement, vous savez que c'est lui le président de l'Union africaine et c'était nécessaire que nous puissions y aller pour entendre ce qu'il avait à nous dire. Est-ce qu'on peut dire que le président burundais est venu à la rescousse du président de la République, Félix Tshisekedi? Bon, les dessous de cartes, nous, on ne connaît pas. Tout ce que nous savons, c'est que M. Félix Tshisekedi a finalement accepté de baisser
d'un trait son orgueil et il s'est dit qu'on doit mettre l'intérêt de la population sur la table et c'est comme ça que nous avions donné nos deadlines, nous avons donné nos conditions à nous par rapport à ce qui devait être fait. C'est comme ça que vous aviez vu qu'au CEPAS, il y a eu cette déclaration qui avait été faite avec des conditions bien précises que M. Félix Tshisekedi devait faire, entre autres le fait de pouvoir renoncer à son projet du changement de la Constitution, à son projet de la loi du référendum de Ngonda Koyi et au fait aussi de pouvoir aller au-delà de 2028. Et voilà où nous en sommes, parce que pour nous, nous disons que le dialogue, au fait, c'est la clé de la paix. Parce que si nous voulons avoir la paix, il faudrait passer par là. Revenons maintenant à l'annonce du dialogue. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne vous sentez, ou soit le président de la République, Félix Tshisekedi, a reculé face à la pression de l'opposition? Mais bien sûr qu'il a reculé face à la pression de l'opposition. Moi, je ne comprends pas ceux qui disent que l'opposition s'est fait arnaquer par Félix ou elle est faible devant Félix. C'est le contraire. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a compris que la population est avec l'opposition, parce que nous l'avons toujours dit que l'opposition est, enfin la population plutôt, est le premier opposant de M. Félix Tshisekedi. J'aime beaucoup cette citation de M. Lajos Kassout qui dit que la politique est la clé de la démocratie. Et il y a encore une autre citation où il dit que la politique est la science de l'exigence. Donc, si vous ne faites pas de la bonne politique ou si vous ne respectez pas les exigences de la politique, vous ne pouvez pas faire une bonne politique non plus. C'est comme ça que nous avons dit que préserver l'ordre constitutionnel dans un pays, là nous parlons de la constitution de notre pays qui a fait en sorte que toutes les institutions soient établies et aujourd'hui marcher à l'encontre de cette constitution, au fait c'est un coup d'État constitutionnel et c'est ce que nous, en tant que C64, nous ne pouvions pas accepter et nous ne l'accepterons jamais aujourd'hui, demain et après-demain jusqu'à la fin de notre vie. On vous a qualifié de l'opposition il y a peut-être qu'aujourd'hui cette opposition fait réellement peur. Bon, moi je ne comprends pas pourquoi on peut dire que l'opposition ne fait pas peur. C'était le président de la République. Je vais vous donner un exemple. Le 3 juin, l'opposition a déclaré une journée ville morte, où il y avait même ceux de l'Union sacrée, ceux du gouvernement qui avaient respecté le 10 mois ordre. Même l'Union sacrée avait respecté. Mais il y avait des ministres qui ne sont pas allés travailler. Vous voulez que je cite les noms? Lui-même, le président de la République, n'est pas allé travailler. Donc ça voudrait dire que même le président de la République a respecté le mot d'ordre, n'est-ce pas? Le 12 juin. Oui, le 12 juin. Lorsque les opposants ont reçu des projectiles, y compris mon président Delis Sanga, vous avez vu ce qui s'était passé. Oui. Comment même la communauté internationale était montée au créneau par rapport à ça. Et vous avez vu Kabouya se rétracter avec sa force du progrès. Vous avez vu Kabouya aller porter plainte contre sa propre milice. Oui. Et aujourd'hui, vous allez dire que l'opposition ne fait pas peur. Lorsque le président du Burundi appelle, il appelle les leaders du C64 pour aller parler avec eux, pour leur demander de sursoir un peu la marche du 8 juillet, parce que M. Félix Tshisekedi a finalement fléchi, il a accepté de mettre en place un dialogue inclusif. Dites-moi, dans ce cas-là, est-ce que c'est l'opposition qui a peur de l'Union sacrée ou c'est le contraire? On ne peut pas justifier quelque chose qui se voit à l'œil. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a compris que l'opposition est une force. Qu'aujourd'hui, on ne peut plus appeler cette opposition à péter parce qu'il est en train de fléchir. Et aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est dos au mur. Parce que par rapport aux conditions que nous avons données, j'ai entendu des gens dire ça et là, que non, nous avons trahi la population parce que nous avons encore décalé notre marche jusqu'au 15 août. Non, mais nous n'avons pas parlé du 15 août. Nous avons dit d'ici le 15 août. Ça veut dire que la prochaine marche peut se faire le 30 juillet, peut se faire le 2 août, le 3 août, ça dépend. Mais pourquoi vous avez posé des conditions?
Mais il faudrait poser des conditions parce que ce que M. Félix Tshisekedi est en train de faire, ce coup d'État constitutionnel, au fait, c'est pour déstabiliser le pays. Sachez que, d'abord parlons de la Constitution. Oui, allez-y. Cette Constitution qui a mis en place toutes les institutions, c'est la raison pour laquelle vous avez vu que la Cour constitutionnelle aujourd'hui, qui a été établie par cette dite Constitution, a rendu son verdict en disant que la requête par rapport à la proposition du référendum est recevable, mais non fondée. Ce qui veut tout simplement dire que la Cour a communiqué. La Cour a communiqué pour dire qu'il n'est pas entré, la Cour n'est pas entrée dans le fond de cette proposition de loi. Non, nous avons entendu... Ce n'était pas la saisine du président de la République. Nous avons tous entendu M. Kamuleta. Et je pense qu'il n'y a pas plusieurs droits. Il n'y a qu'un seul droit qui a été dit. M. Kamuleta a dit que, et je ne pense même pas qu'il faille faire un la Cour parle, sur ça. Ils disent qu'ils ont trafiqué la vidéo. La vidéo a été trafiquée. Vous savez, hein, l'UDPS, au fait, depuis la nuit de temps, ça n'a même pas commencé aujourd'hui. Au fait, c'est une machine d'abrutissement massif. Oh. Oui. L'UDPS. Donc, ils peuvent vous faire douter de votre propre intelligence. C'est vrai ça. Voilà. Parce que pour eux, ils peuvent vous inculquer leurs sottises et vous allez penser que votre intelligence doit être mise en cause. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le droit, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul droit. Là où on dit que la requête est recevable. Ça voudrait dire qu'ils ont respecté toutes les procédures pour pouvoir mettre en place cette requête. Mais ce n'était pas la saisine du président de la République. La Cour ne s'est pas prononcée sur la saisine du président de la République en constitutionnalité de cette proposition. C'est quoi la différence? C'est une précision que la Cour a mise en place. C'est quoi la différence? Lorsque la Cour dit que votre requête est recevable mais non fondée. C'est moi qui pose des questions. Non, je vous pose la question, je me pose la question à moi-même, oui. Je pose la question à tous ceux qui font ce débat. Oui. Donc, il y a lieu de dire que cette proposition a été... C'est un Congolais qui avait saisi la Cour constitutionnelle et la Cour n'est pas entrée en profondeur pour analyser les fonds. Il s'est limité juste à regardons si cette proposition émanant du professeur... Mais je parle sous réserve des juristes. Oui. Comment est-ce que la Cour peut étudier une requête sans entrer dans le fond? C'est impossible. Lorsque la Cour donne son verdict, elle le donne justement parce qu'elle est bel et bien entrée dans sa forme et dans son fond. C'est comme ça qu'elle a donné son verdict. Donc, lorsque vous dites que la Cour n'a pas été dans le fond, ça voudrait dire que, au fait, vous déclarez que la Cour constitutionnelle est incompétente ou ne sait pas bien faire son travail. Et moi, je sais que M. Kamuleta est une personne intelligente. Peut-être la Cour devra se prononcer encore pour la saisine du président de la République. Peut-être ça peut intervenir à tout moment de côté de l'opposition. Vous voulez qu'on puisse retirer cette loi. Moi, je sais que les membres qui composent la Cour sont des personnes intelligentes. Et surtout, la Cour constitutionnelle connaît mieux que ceux de l'UDPS l'importance de la constitution de notre pays. Oui. Et la constitution de notre pays, au fait, c'est le socle de tout. Posez-vous la question de savoir, aujourd'hui, si l'on change la constitution, bon, il y aura des minutes qui vont passer, des secondes qui vont passer. Est-ce que vous vous rendez compte du chaos qui va s'en suivre? Le président de la République a été institué par la Constitution. La Constitution. La justice, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, toutes les institutions ont été instituées par la Constitution. C'est la raison pour laquelle vous voyez que lorsque le président de la République prête serment, il le fait sur la Constitution et on lui fait jurer de pouvoir protéger cette Constitution. Et dans cette même Constitution, il y a l'article 64, d'où même nous avons puisé le nom de notre organisation, la C64, qui dit que lorsqu'une personne, un citoyen, va en l'encontre de la Constitution, parce que là nous parlons
du coup d'État constitutionnel. Qui n'est pas encore établi. Mais est-ce que vous pouvez me dire, lorsque le président de la République ne respecte pas la Constitution, parlons de l'article 5, l'article qui a fait en sorte de pouvoir mettre en place la proposition du référendum. Décembre 2005, début 2006, oui. La population s'était déjà prononcée par rapport au référendum. Oui. Lorsqu'on parle de la constitution des belligérants, ils veulent parler de quoi? Parce que cette constitution avait été conçue par des Congolais, avait été discutée par des Congolais à l'Assemblée nationale en examen avec le Sénat. Il y a eu des débats qui avaient été faits sur ça. Et il y a pour la plupart de ceux qui ont écrit cette constitution qui sont encore en vie, allez leur poser la question. Et on a soumis cette loi sous référendum par la population qui a voté. Et c'est comme ça que par la suite de ces événements, de cet acte, qu'il y a eu mise en place de cette constitution qui avait été publiée le 18 février. Madame Dena, laissez-moi quand même vous poser cette question, puisque vous voulez qu'on puisse respecter la Constitution. La Constitution s'y donne le droit à un député d'initier une proposition de loi, c'est que l'honorable Ngonda Koya à faire. Pourquoi ne pas attendre l'avis de la Cour constitutionnelle pour voir si la Cour va valider la loi ou soit va rejeter cette loi au lieu de vouloir un peu anticiper les choses? Moi, je ne sais pas si vous attendez encore quel verdict. Anyway, moi, vous avez déjà le verdict. Nous préférons attendre votre verdict. Vous avez déjà peut-être le verdict. Moi, je ne sais pas, peut-être. Moi, je ne sais pas. C'est vous le journaliste d'investigation. Oui. C'est à vous de nous dire. Il n'y a pas encore le verdict. Il n'y a pas encore de verdict. Bon, attendons ce verdict. Mais nous pensons que une personne ou un citoyen qu'on appelle homme d'État et celle qui respecte les lois et la constitution de son pays. Nous avons vu dans d'autres pays... Respecter aussi le travail d'un député. Il est libre d'énoncer une proposition. Mais si le député fait une proposition qui va à l'encontre de la constitution mère du pays. Mais il y a la Cour constitutionnelle. Et nous n'avons pas le droit de réfléchir, nous n'avons pas le droit de décrire, nous n'avons pas le droit de tirer des sonnettes d'alarme. La Constitution aussi vous protège. Ah, mais bien sûr, ça veut dire que nous avons le droit de pouvoir décrire. Oui. Nous avons le droit de dire que la proposition que le député Ngonda Koya a fait ne respecte pas les lois de notre pays. Et bon, attendons ce verdict, mais nous disons déjà, dorénavant... Dans vos exigences pour les dialogues, vous voulez aussi que le président puisse se prononcer, qui renonce complètement à cette loi. Parmi les conditions que nous avons données, il y a, premièrement, le fait que le président puisse le dire haut et fort, par une déclaration, qu'il rejette son projet de pouvoir changer la Constitution. Parce que il n'a pas encore mis ça en place, Madame Dena. Bon, vous voulez que je vous réponde ou pas? Allez-y. Parce qu'apparemment, toutes mes réponses ne vous contentent pas. Allez-y. Ça, ce sont nos conditions à nous. Oui, allez-y. Il y a eu des ballons d'essai. Nous avons entendu les gens de l'Union sacrée dire qu'ils veulent que la Constitution change. Et vous avez vu que la procédure amorcée par rapport à la proposition du référendum, c'est au fait pour changer la Constitution. Alors nous avons dit qu'il ait dit ou pas, puisque ces gars disent que la Constitution sera changée, lui, en tant que président de la République, garant du bon fonctionnement de l'État et de l'unité nationale, symbole de l'unité nationale comme on l'appelle, il doit trancher. Il doit dire que pour lui, en tant que président de la République, il se désolidarise de cet acte ou de ses paroles ou des dires de son regroupement de pouvoir changer la Constitution. Il doit y renoncer. Il y a Augustin Kabouya qui jure qu'il peut mourir pour le changement de la Constitution. Il n'a qu'à mourir. Oh. Oui, il n'a qu'à mourir. En plus, il ne sera, pas le premier, il ne sera pas la première personne. Il y a plus de 10 millions, il ne sera jamais égal à Lumumba. Lumumba a défendu la démocratie. Lumumba a défendu la liberté d'opinion.
Lumumba a défendu le respect des textes. Et c'est tout le contraire avec Kabouya. Donc s'il meurt aujourd'hui, il ne sera pas moins important que les 10 millions de Congolais qui sont décédés à l'est du pays. Et ce n'est pas notre problème. Deuxièmement, nous avons demandé que M. Félix Tshisekedi le dise par une déclaration qu'il ne devra pas se représenter après 2028. Ce n'est pas qu'il viendra nous dire que non, il ne veut pas se représenter, mais si le peuple, lui demande, il va se représenter. Non, parce que la Constitution lui donne la possibilité d'être président pour un quinquennat renouvelable une seule fois. Et après, il devra aller au musée des présidents de la République en tant que sénateur. Sénateur à vie. Donc il doit l'accepter, il doit accepter son destin. De la même manière qu'il l'a fait avec Kabila, bon, bien qu'après il y a eu plusieurs aléas, il doit aussi accepter d'être sénateur à vie. Parce que telle est la volonté de la Constitution. Et vous comprendrez avec moi le pourquoi du comment ils veulent changer cette Constitution. Et nous ne nous lasserons pas. Si M. Félix Tshisekedi n'accepte pas nos conditions, et nous l'avons dit que d'ici le 15, nous n'avons pas donné une date précise. Nous n'avons même pas dit que la prochaine marche sera le 15. Non, nous avons dit d'ici le 15 août. Si M. Félix Tshisekedi ne pose pas des actes, s'il ne fait pas ses déclarations publiquement, alors il verra que la force n'est pas qu'à lui d'épaisse. Ce ne sont pas des menaces à l'endroit du président de la République. Nous n'avons pas menacé. Il est du devoir de la population congolaise, en l'article 16 des lois portant statut de l'opposition, vous vous rappelez même que c'est la loi Sessanga, où le peuple a le devoir de pouvoir protéger ces lois, protéger la Constitution, protéger les institutions, protéger le droit légitime de la République démocratique du Congo. Et pour ça, le peuple a le droit de descendre sur terrain quand ça lui chante, même devant la porte d'entrée de M. Félix Tshisekedi et lui dire que tu n'es pas digne d'être notre président de la République parce que le peuple reste souverain. Madame Dena, est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, gère les pays n'est pas, ça veut dire le pouvoir du président de la République ne repose pas sur la Constitution? Nous savons tous, vous et moi, que M. Félix Tshisekedi, depuis ses débuts, a marché sur les lois du pays. M. Félix Tshisekedi a marché sur la Constitution. Et de plusieurs manières, je peux même prendre un exemple où lorsqu'il est allé en Kamba, il a souverainement décidé qu'il allait changer Kamba de la cité en une ville. Alors il n'est pas de son devoir de pouvoir le faire. On le laisse aux lois du pays, on le laisse à la souveraineté de la population. Il y a une proposition qui doit être faite et il doit s'en suivre le process qui a été donné par la loi. Et ça déjà, c'est marcher sur les lois du pays. Vous savez, lorsqu'on est dominé par le pouvoir, lorsqu'on est dans l'ivresse du lait, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. On oublie qu'avant les 3 mois où tu as eu tes millions, tu montais dans un 207 pour te diriger en ville. Tu prends tout le monde pour des papiers, mais non. Mais puisqu'on le dit, que nul n'est censé ignorer la loi, que nul n'est au-dessus de la loi, c'est la raison pour laquelle vous voyez, lorsqu'une personne monte, il arrive au sommet, à un moment donné, la loi récupère cette personne et la ramène vers la boue. Et nous pensons que, bon, nous espérons que M. Félix Tshisekedi aujourd'hui a compris cela et s'est dit qu'il doit mettre tout le monde sur une même table et voir comment est-ce qu'on doit se dire des vérités pour faire en sorte que cette unité-là entre les Congolais puisse se faire en bonne escient et voir comment est-ce que nous pourrons poursuivre pour que le Congolais aujourd'hui se retrouve par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Vous parlez d'un dialogue inclusif, mais de l'autre côté, l'Union sacrée ne parle pas d'un dialogue
inclusif, pour eux, c'est un dialogue exclusif. On ne peut pas composer avec ceux-là qui ont touché aux armes. On parlerait des Nanga, on parle de Joseph Kabila. Comment, vous, dans ces dialogues, comment vous allez parvenir pour mettre tout le monde autour d'une même table alors qu'il y a certains qui ont touché les armes? L'inclusivité du dialogue est impératif. C'est impératif. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de paix alors que nous parlons d'autre part de l'exclusivité du dialogue. Aujourd'hui, il est temps de pouvoir mettre les Congolais ensemble. Je sais qu'à une époque, avant que le pays soit quand même modernisé comme aujourd'hui, que ce soit même dans les villages, les chefs coutumiers avaient l'habitude de mettre des gens en conflit sous un arbre à palabre. Oui. Et nous pensons que cet arbre à palabre est meilleur aujourd'hui. C'est la meilleure solution pour la population congolaise. Et sachant que dans l'art de la guerre, il y a deux possibilités. Il y a la guerre en elle-même et il y a la diplomatie. Monsieur Félix Tshisekedi a totalement échoué par rapport à la diplomatie. Et l'accord de Washington. L'accord de Washington était un fiasco monumental. Un fiasco? Je dirais mieux. L'accord de Washington est un torchon que moi-même je ne saurais pas passer dans ma maison. Si on vous donne ça, vous allez déchirer ça en direct. Mais je peux le déchirer, après il n'y aura rien. Ok. Il y aura un jour et il y aura un soir. Je le dis personnellement. Lorsque j'ai eu le temps de lire cet accord de Washington, oui, je suis passé sur un plateau de télé où j'ai dit ce n'est pas possible, ces gens n'ont pas pu lire cet accord. Parce que l'accord de Washington, au fait, vendait notre pays aux étrangers. Ils ont signé sans les lire. Mais ils l'ont signé. Pour la plupart des articles qui se trouvent dans l'accord, il y a des alinéas où on parle de la sécurité, on parle de la cogestion de notre pays avec le Rwanda, on parle de la cogestion de nos lacs, de nos parcs avec le Rwanda, on parle de la cogestion sécuritaire de notre pays. Mais à un moment donné, nous nous posons la question de savoir, lorsque nous lisons cet accord, et lorsque eux parlent des chiens qui ont soi-disant dirigé le pays, nous nous posons la question de savoir, est-ce que, rien qu'à lire cet accord de Washington, qui sont vraiment les poisons rwandais? Parce qu'il n'est pas possible qu'un homme d'État ou des hommes d'État puissent signer cet accord de Washington qui ne reconnaît pas, premièrement, nos morts de plus d'une trentaine d'années, qui ne reconnaît pas le fait que c'est au Rwanda de pouvoir neutraliser leurs propres forces. Non, on nous demande à nous de neutraliser les FDLR, ne sachant pas... Non. Ça doit se faire au même moment, d'après l'accord. Ça doit se faire au même moment, de la même manière. Par rapport à l'accord, en son article 6, on demande à la République démocratique du Congo de neutraliser les FDLR. Et au même moment, désengagement des forces de l'autre côté. Mais est-ce que vous avez déjà entendu un désengagement quelconque de l'autre côté? Est-ce que vous avez déjà entendu la libération de prisonniers de l'autre côté? Il avait fallu qu'en ayant 90 jours, que l'on puisse faire un état de lieu pour voir si réellement le processus de paix avait commencé juste après la signature de l'accord. Est-ce que vous avez entendu des gens aller sur place pour aller faire cet état des lieux? Rien n'a jamais été fait. Par contre, à ce jour, depuis la signature de cet accord, une année déjà, le Rwanda continue à piller nos minéraux, les Congolais continuent à mourir, ils sont partout sur nos frontières, mais la République démocratique du Congo, son gouvernement, ne font absolument rien. Est-ce que c'est un silence complice? Non. Ne parlons pas... On met beaucoup de moyens à l'armée. Il y a eu 13 milliards de dollars
qui a été mise dans l'armée depuis 2019 à 2024, ne parlons même pas de 2025. Oui. Où sont partis ces fonds? Parce que lorsque le président de la République lui-même dit qu'on l'a trompé par rapport au rapport sécuritaire... Par rapport à l'escarmouche, on se souviendra. On l'a trompé par rapport au ravitaillement de notre armée. Voilà pourquoi et nous voyons que pour la plupart, il y a des vidéos où il y a nos soldats qui pleurent. Oui. Ne nous moquons pas de ces gens, ne nous moquons pas de ces patriotes. Les soldats congolais aujourd'hui se battent bec et ongle pour garder l'intégrité territoriale de notre pays. Mais vous voyez que, comme on le dit en Lingala, la guerre est comme ils copent. Ici, ils prennent l'argent, ils ne font que de détournement parce qu'ils s'en foutent royalement de la paix à l'Est. Voilà pourquoi on a arrêté plusieurs militaires. Et qu'est-ce qui a changé après? Les infiltrés de la République. Les infiltrés de la République. L'armée était infiltrée. L'armée continue à être infiltrée jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas réformé l'administration de notre pays. Que faire maintenant? D'où les dialogues. D'où le dialogue. On doit mettre tout le monde autour du même table. On doit se dire les vérités. Depuis 1960, notre pays tourne. Toujours avec des dialogues. Nous avions parlé. Mais on ne peut pas se lasser de dialoguer. Et donc, je le disais, depuis 1960 jusqu'à ce jour, notre pays tourne, notre pays n'avance pas, notre pays ne se développe pas. Nous avions parlé de la décentralisation. Mais est-ce que les rétrocessions sont données aux provinces de la bonne manière pour développer ces villes, ces grandes villes? Non, on parle du Lualaba, mais allez voir le Lualaba comment c'est. On nous montre des fausses images, mais moi j'ai été à Lissala, il y a des images truquées. Il n'y a pas des images truquées. Arrêtez de dire qu'il y a des images truquées. Parce que lorsqu'il y a ces gens qui cherchent à faire entrer... Mais on parle de PDL 145 territoires. Nous avons fait un tour par rapport à la refondation du Congo, sur toute l'étendue de la République. Mais il n'en est rien. On a oublié les projets 145 territoires. On n'a pas oublié. Ils n'ont rien fait parce que pour eux, l'argent de la République n'appartient pas à l'État. L'argent de la République, c'est pour eux, leurs femmes, leurs enfants et consorts. Et c'est la raison pour laquelle ce dialogue, que ce soit un 30e, 50e, 100e dialogue, nous pensons que vaut mieux un dialogue bien fait au lieu des morts sur terrain. Donc, il faudrait qu'on se dise droit dans les yeux, parce que lorsqu'on parle du M23, on parle de l'AFC. Ne parlons pas de l'AFC, parlons du M23. Lorsque le président de la République est arrivé, parce que nous disons que c'est lui le problème. C'est la raison même pour laquelle nous avons refusé que ce soit lui qui mette en place ce dialogue. Nous avons refusé que ce dialogue se passe ici, ça doit se passer en terrain neutre. Parce qu'il faudrait se dire des vérités en face. Il a appelé le M23 en 2019 pendant 14 mois. Ils sont rentrés ouvrir les hostilités. Lui-même, lorsqu'il est arrivé, il a dit qu'il avait trouvé une armée forte et réunifiée. Il avait dit qu'il y avait une armée dissuasive. Et c'est vrai, lorsqu'il a eu le pays, il l'avait eu dans toute son entièreté. Il n'y avait que de problèmes de petits groupes armés qu'on pouvait, en un claquement de doigts, avec une bonne armée, en finir. Mais il a rouvert les hostilités. Il a ramené la guerre en République démocratique du Congo, cette même guerre qui n'arrive pas à finir. Et lorsque nous entendons les revendications de l'AFC M23, il cite le nom de qui? Disons-nous la vérité, c'est de M. Félix Tshisekedi. Il y a ces mêmes revendications, que ce soit du côté de l'opposition armée, que ce soit du côté de l'opposition non armée, que ce soit du côté des églises et du monde entier. Et nous pensons qu'il faudrait mettre autour d'une table toutes ces personnes pour se dire, mais M. Félix Tshisekedi, qu'est-ce que tu as fait du pays? Nanga, pourquoi tu combats les Congolais? Pourquoi tu tues les Congolais? Et l'opposition non armée, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Quelles sont les solutions que nous devons mettre en place pour que la paix revienne? Et l'exclusivité de ce dialogue, au fait, excusez-moi, n'apportera pas la paix, parce qu'il y aura toujours des revendications de l'autre côté, il y aura des revendications de ce côté-ci, et nous n'allons pas arranger les choses. Et moi, j'interpelle le président de la République. S'il est vraiment le garant des bons fonctionnements des institutions, et s'il est là réellement pour l'unité nationale de notre pays, nous lui avons donné une dernière chance.
Et cette chance-là, il doit la saisir. Et ce, d'ici le 15 août. Oui. Et c'est le dernier deadline. Et nous disons à la population congolaise qu'elle n'a pas été trahie. Parce que il faudrait mettre une personne face à ses responsabilités, lui donner toutes les possibilités de pouvoir se repentir. Et ce n'est que comme cela, puisque l'Église qui nous avait sollicité par rapport à ce dialogue, vous vous rappelez, à l'époque, la Cinco qui était venue nous voir pour nous dire qu'il faudrait qu'on enterre la hache de guerre, nous mettre autour d'une table pour en parler. Et nous avions vu en tant qu'opposants républicains, avec un combat pacifique, qu'il était de bon droit de pouvoir le faire. Nous ne sommes pas des personnes violentes. Et aujourd'hui, si la Cinco dit que de l'autre côté, ils nous ont demandé de leur donner un temps pour mettre en place ou pour pouvoir faire ce que vous avez demandé par rapport à vos conditions. Nous pensons que ce sont de bonnes guerres de pouvoir leur ajouter encore un peu plus de temps ou quelques jours pour pouvoir s'amender. Mais après cette date du 15 août, si M. Félix Tshisekedi ne se répond pas pour cette fois-là, que ce soit nous, que ce soit la Cinco, que ce soit tout ce monde-là, nous allons venir contre lui et nous ne pensons pas qu'il va s'en sortir parce que de toute façon, disons-nous la vérité, il sait qu'aujourd'hui l'opposition est très forte. Madame Dena, plusieurs Congolais ne sont pas favorables à ces dialogues parce qu'ils estiment que le dialogue, ça fait beaucoup de dialogues dans notre pays, sans issue. Il y a toujours la responsabilité, le partage de responsabilité, on dit le partage de gâteaux. Vous pensez que ces dialogues pourra maintenant donner une solution durable de ce qui se passe dans la partie est de la République? Vous vous rappelez, il y avait pendant un moment des consultations qui avaient été faites par Eberhard. Je pense que le gouvernement de l'Union nationale, un truc de ce genre, où il y avait des opposants qui avaient été consultés, y compris mon président. Et si à l'époque, nous voulions avoir un poste, puisqu'il y a eu d'autres opposants qui s'y sont allés. Si à l'époque, nous voulions avoir ce poste, je ne pense pas que nous aurions dû lâcher cette occasion. Et ça n'a pas changé jusqu'à ce jour. Donc, nous ne voyons pas en notre démarche le fait de pouvoir demander un poste quelconque. Sinon, on aurait dû partir nuitamment, comme lui l'avait fait en 2015 à Ibiza, pour aller demander le poste de Premier ministre. Nous aurions dû le faire, mais nous ne l'avons pas fait. Et nous pensons que l'heure aujourd'hui, parce que c'est assez, la population souffre. Et la population aujourd'hui, ces jeunes qui sont à l'université, des millions, des finalistes, qui sont déversés dans le marché d'emploi. Après, même la promesse de M. Félix Tshisekedi pendant la campagne qui avait prévu de donner, il n'a même pas prévu parce qu'il savait que ça n'allait même pas se faire, il a promis de donner 6 millions d'emplois aux jeunes. Et après, c'est lui qui va retrousser ses manches pour dire que non, l'État congolais ne peut pas donner l'emploi à la jeunesse congolaise. Est-ce que vous pensez que nous, l'opposition, pour une personne borderline comme ça, on peut vouloir lui faire confiance? Nous savons qu'il y a beaucoup de chances que même par rapport à l'acceptation du dialogue, qu'il ne le fasse pas, nous savons qu'il y a 90% de chances. Oui. Que M. Félix Tshisekedi n'accède pas à la demande du dialogue que lui-même a accepté de mettre en place. Nous savons que M. Félix Tshisekedi, à 90%, en tout cas les 10%, nous laissons une petite marge pour se dire qu'il peut quand même avoir une toute petite conscience qui lui reste. Mais nous savons qu'avec sa personnalité, comme il est déjà habitué à boycotter les promesses, à ne pas réaliser ses promesses, il est capable de le faire. C'est la raison pour laquelle nous lui mettons dos au mur, nous lui mettons face à ses responsabilités. Voilà pourquoi, et s'il ne le fait pas, voilà alors pourquoi, nous allons descendre. Voilà pourquoi il y a eu Burundi, il y a eu Doha, il y a eu Washington, il y a eu Suisse, il y a eu maintenant... il y a eu Qatar, il y a eu Angola.
tout ça, c'était pour trouver la solution, mais cette solution ne vient toujours pas. Madame Dena, 30 ans que ça dure dans la partie Est. Quelle garantie la population congolaise doit vous accorder pour en finir une fois pour toutes à travers ces dialogues pour mettre la fin aux hostilités dans la partie Est de la République démocratique du Congo? Vous savez, nous, dans notre projet de la refondation, il y a plusieurs propositions. Et de toute façon, nous, en Vol, nous avons toujours été une force de proposition. Oui. C'est notre domaine. Nous proposons toujours. Nous avions donné des solutions à la problématique de la crise ou des crises dans notre pays, que ce soit dans le domaine sécuritaire, que ce soit dans le domaine social ou existentiel. Alors, à la question de savoir s'il y aura une solution par rapport à, à ce dialogue et comment nous allons une solution durable. Je pense qu'il y aura une solution durable. Parce que, disons-nous la vérité, M. Félix Tshisekedi a tout autour de lui des vautours. Des personnes qui sont là juste pour leurs propres intérêts et qui ne conseillent même pas le président de la République à faire des bonnes choses ou à poser des bons actes pour son pays. Aujourd'hui, il y a maintenant ceux qui soutiennent les dialogues alors qu'ils vilipendaient la CENCO et le CC. Aujourd'hui, ils changent Kazakh. Et donc, le fait de mettre en place ce dialogue, ça sera bénéfique pour le pays. Pourquoi? Parce qu'il y aura des personnes qui vont regarder M. Félix Tshisekedi en face et lui dire, comme Macron l'avait dit en son temps, que tu n'as pas été capable de pouvoir restaurer la souveraineté de ton pays. Parce que premièrement, il n'a pas fait de notre armée une armée dissuasive. Et faire cette mise en place ne prend pas plus de 3 ans pour avoir des vrais commandos et une armée capable de pouvoir sécuriser nos frontières. Aujourd'hui, l'ANR, la DEMIAP, les forces de sécurité sont commis à la présidence de la République, à la CNC, ou je ne sais pas moi quoi, mais ils ont oublié leur rôle primordial de pouvoir, vous avez parlé, les infiltrer, extirper les infiltrer dans l'armée. Ils n'ont plus connaissance de leur job description. Mais ça a été fait, on a vu des arrestations dans mais ils continuent aujourd'hui, jusque-là, ils continuent à pleurer aux infiltrés. N'est-ce pas? Donc, nous voyons qu'il y a plusieurs problèmes. Il n'y a pas que l'insécurité à l'Est. C'est un peu partout en République démocratique du Congo. C'est aussi sur Kinshasa où nous voyons que même sur Kinshasa, il y a insécurité. Vous ne pouvez pas vous balader aisément après 21h, 22h. Il y a des braquages qui se font dans la cité. Il y a des ministres figurants qui ne font rien. Aujourd'hui, il y a les infrastructures de notre pays. Il y a plusieurs villes aujourd'hui qui sont enclavées. Il n'y a pas une auto-prise en charge alimentaire de la population. Vous voyez qu'il y a un ministère d'agriculture, c'est comme ça que je parle, des ministres figurants qui ne savent pas planter, faire en sorte d'avoir des produits à même exporter parce que nous en avons cette capacité. Il n'y a pas une politique nationale agricole. Non, il n'y a aucune politique agricole, il n'y a aucune politique d'élevage, il n'y a aucune politique d'autoprise en charge alimentaire. On nous a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Est-ce que vous savez que rien que le sol de la République démocratique du Congo, sans même toucher au sous-sol, en moins de 2 ans, peut remonter le PIB de notre pays en un rien de temps? Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que nous avons des ministres incompétents. Mais pour tout ça, il faudrait en parler, il faudrait qu'on se le dise en face. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui lui disent que bon betamabe. Parce que non, nous n'avons pas besoin de ça. Mais sur le côté qu'on a incompétent, côté d'ailleurs, moi je l'ai toujours dit, nous l'avons toujours dit en vol, que nous, personnellement en vol, nous ne sommes pas demandeurs du dialogue. Là, il faut nous enlever là-dedans.
Nous, tout ce que nous voulons, c'est le bien-être de la population. Okay. Et pour ça, il faudrait, même si nous ne serons pas dans le gouvernement, nous serons aujourd'hui contents d'avoir coaché le président de la République et à partir de ce coaching que nous voyons qu'il n'y a plus de l'insécurité, il y a aujourd'hui l'autoprise en charge alimentaire, nous voyons qu'il y a des infrastructures bien structurées, que nous voyons aujourd'hui que la plupart des personnes qui viennent en exode rural rentrent dans leur provinces respectives, dans leurs villes respectives, pour pouvoir travailler comme il en était à l'époque de Mobutu, où il y avait des cultures de cacao, de café, et j'en passe. Oui. Donc, nous pensons que c'est cela le problème. Le ministère de l'Industrie qui, en 7 ans, parlons même de 18 ans, si nous pouvons mélanger avec Kabila, parce qu'il faudrait que Kabila vienne. Lui aussi, il doit expliquer au Congolais. Parce que c'est lui, comment il a géré c'est lui qui a créé tous ces problèmes-là. Oh. Oui. Que ce soit Kabila et Tshisekedi, ils doivent être là. Kabila, Tshisekedi, Nanga. Ces 3 personnes ils doivent nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé réellement en 2018. Oh. Oui. Kabila doit nous expliquer comment en 18 ans, où lui, il a dirigé, comment il n'y a jamais eu d'industrie. Oh, mais là avec vous dans l'opposition. Félix Tshisekedi doit nous expliquer comment le peu d'industrie qui était resté lorsque lui il a pris le pouvoir, Ndedi Congo Airways et Koufi. Et Foyer Bisabiso. Tous en Air Congo. Air Congo et Ethiopian. Oh. Air Congo Ethiopian Airlines. Tous en collaboration. Ah, si on le Airways et Congo Airways. Il y a Abisso, mais le pourcentage des années peut Abisso. T'as un temps on a 80%, toi on a 20%. Ça Abisso tous les ans. C'est du 51 49. Et puis Bozolo Bela avion Moko. Moko. Basobi avion est belé madame. Ethiopian Airlines ils ont combien d'avions? Biso peut au somba chaque fois bazo somba. Ouais piango. Ah, maman de nazo mona ba vidéo. Mais ouais, oh Zambe nanga. Ba vidéo bien mo neza Kadiosha. Ya limité. Kadiosha Medine 10e rue limité à Makasi. Kadiosha limité. Il y a Makasi. Kolanda mambwana te. Et donc vous voyez que le fait de pouvoir se dire la vérité ou de pouvoir se dire les vérités. Et qu'est-ce que Nanga doit vous expliquer? Puisque vous avez parlé, Kabila doit vous expliquer comment est-ce qu'il n'a pas pu faire des industries. Oui. Il devra nous expliquer comment pour des intérêts individuels, il est allé tuer les Congolais. Il y a carré minier. Il y a bisotoyaye. Donc, il y a pour un carré minier, qui ça la rébellion. Et donc, si vous expliquez comment les choses se sont passées en 2018. Non seulement il faut expliquer Bissowana, il doit nous dire aussi comment est-ce que. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle des chiens, des chats, des souris. Oh, même des souris. Oui, ils nous ont parlé des chiens. Donc, il y a aussi des chats et des souris. Oui. Donc, ils doivent nous dire qu'est-ce qui s'était réellement passé en 2018 pour qu'il y ait cette histoire de Tom et Jerry et de je sais pas moi quoi. Oh. Donc, ils doivent venir nous expliquer. Bon, si Nanga ne vient pas, comment on saura tout ça? Si Kabila ne vient pas, comment on saura gérer les flops qu'il a fait en 18 ans? Donc il faut bazar. Il faut bazar, quoi. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de regarder Politis. Je rappelle que nous avons eu le plaisir de recevoir pour la toute première fois Madame Jocelyne Dena. Et ça ne sera pas la dernière. Madame Jocelyne Dena. Elle est de Envol. C'est la deuxième partie de votre émission consacrée aux questions du public. Nous prenons la première question rapidement. Vous vous présentez et vous posez votre question. Allez-y. Bonjour Madame Jocelyne. Bonjour. Je suis Nélia Bahati. Enchantée. Ma question est la suivante. Êtes-vous favorable à un partage de pouvoir entre le pouvoir et l'opposition pour stabiliser les institutions du pays? Nous ne sommes pas favorables à un quelconque partage de pouvoir. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est même pas notre priorité. Et même le dialogue n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est la population. Notre priorité, c'est son bien-être. Et pour le bien-être de la population et pour des millions, là nous parlons de plus de 10 millions, de ceux qui sont morts en tant qu'opposants proches de la population, de faire en sorte que ce dialogue puisse avoir lieu pour que l'on puisse se dire des vérités en face et pour que les choses changent. Donc il n'y a pas lieu de parler du partage de postes, parce que même si nous n'avons pas le poste, pour nous, ça ne nous dit rien. De toute façon,
M. Félix Tshisekedi partira en 2028, il y aura d'autres élections qui vont se faire, donc il y aura d'autres qui seront députés, sénateurs, j'en passe. Il y aura élection en 2028. Effectivement. Mais bien entendu qu'il y aura élection. Monsieur Félix Tshisekedi... Peut-être qu'il y aura un glissement après le il n'y aura pas de glissement. Après le 20 décembre, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il devra partir. Pas une heure de plus, pas une minute de plus, pas une seconde de plus, pas une tierce de plus. Madame Dena, vous connaissez l'article 70 mieux que moi. L'article 70 qui dit que le président restera en fonction jusqu'à... Et ce n'est pas indéfiniment non plus. Cet article que eux cherchent à s'en accaparer, l'article stipule tout simplement que lorsque les élections sont faites, on ne peut pas laisser... Moi, je vous donne la meilleure explication. Ok. Lorsque le président, le nouveau, est élu, l'ancien ne peut pas laisser la place vide. Parce qu'on ne peut pas laisser... Là, nous ne parlons pas de l'individu. Nous parlons de l'institution président de la République parce qu'il y a des bureaux, il y a toute une organisation. Oui. Donc, c'est ce que nous appelons les affaires courantes. Donc, le président de la République assume les affaires courantes jusqu'à ce que le nouveau va faire la passation pacifique du pouvoir, comme ça avait été fait en 2018 avec Joseph Kabila. Et c'est là que le nouveau élu deviendra président. Ça n'a rien à voir avec l'infini. Mais cette interprétation de la Cour constitutionnelle nous a amené de 2016 en 2018. Pardon? Cette interprétation de la Cour constitutionnelle nous a amené de 2016 en 2018. Kabila a bénéficié de 2 ans gratuitement. M. Félix Tshisekedi ne sera pas président après 2028. Nous prenons la deuxième question. Bonjour, Madame Dena. Bonjour. Je suis Thierry Tchei. Enchanté. Ce matin, Corneille Nangaa a une nouvelle fois rejeté toute perspective de dialogue avec les pouvoirs, estimant que la crise congolaise ne peut être résolue par de nouveaux compromis politiques. Dans ce contexte, des dialogues nationaux annoncés par les chefs de l'État est-il, selon vous, une véritable opportunité de paix ou un simple piège politique? Que ce soit Nanga, je viens de le dire, que ce soit Kabila, que ce soit Félix, ils ne devront pas se défiler. Ils devront être là dans ce dialogue. Et ce que nous exigeons, c'est que ce dialogue se passe dans une zone qui sera impartiale, une zone neutre, où tout le monde pourra s'exprimer, où tout le monde pourra venir sans crainte d'être lynché ou arrêté ou ceci, où tout le monde aura cette capacité-là de pouvoir se dire des vérités en face. Et nous pensons qu'une personne bien constituée et qui veut le bien-être de la population ne peut que dire oui à ce dialogue parce qu'il va en résulter de ceci la paix qui pourra remettre la population dans ses droits. Parce que disons-nous la vérité, M. Félix Tshisekedi aujourd'hui ne peut pas aller à Goma, il ne peut pas aller à Rutshuru. Et en quoi il est président de la République? C'est ça, en quoi il est chef de l'État? Parce que nous avons 2 345 410 km² et il doit présider tous les territoires de notre pays dans son entièreté. La dernière question, rapidement. Alors, je vous salue, Madame Bena. Moi, c'est Christella Lobota. La question est de savoir, pensez-vous que l'opposition a raison de poser des ultimatums et de brandir la menace de la rue avant d'accepter de discuter? Il n'y a aucune menace. Le peuple est souverain. Et par rapport à la souveraineté de la population, il a le droit d'aller au palais de la nation ou à la cité de l'OUA, prendre M. Félix Tshisekedi à bras le corps et le sortir de là. Parce que c'est le peuple souverain qui vote. C'est le peuple souverain qui donne le pouvoir. Et par ça, c'est par rapport aux promesses qui sont données lors de la campagne. C'est un peu comme le fait de pouvoir courtiser une femme. Tu dis à la femme, non, je t'aime et je vais faire ceci, tout ça, je vais t'assurer un bel avenir, je ferai tout ceci pour toi. Et lorsque tu arrives dans le mariage, tu vois que cet homme ne fait pas tout ce qu'il avait promis, alors tu es en droit de pouvoir divorcer. Et c'est pareil.
Nous devons reconnaître la souveraineté de la population et le fait pour la population de pouvoir revendiquer. Et cette revendication est couverte par les lois du pays et il n'en est rien d'une menace. C'est la raison pour laquelle nous disons à la population qu'elle ne doit pas avoir peur. Que même cette population n'a même pas besoin des leaders pour pouvoir descendre à la rue. Elle peut le faire parce qu'elle en a le droit. Et maintenant, lorsqu'on parle de la première question, vous pouvez me rappeler? Des ultimatums. Des ultimatums. Vous savez, lorsque nous parlons tout le temps des hommes d'État, parce que nous avons fait, il faudrait faire la différence entre un homme politique et un homme d'État. Mais en République démocratique du Congo, nous avons plus des hommes politiques que d'hommes d'État. Des hommes politiques qui se disent que lorsque nous venons au pouvoir, au fait, c'est pour bouffer de l'argent de la République. C'est pour nous acheter des immeubles, c'est pour voilà, voyager, faire tout ce que nous voulons, aller au shopping et tout ça. Mettre la famille à l'abri. Mais un homme politique est celui qui réfléchit une nation, qui se dit que lorsque je reçois le budget de l'État, il y a des lignes budgétaires que nous devons respecter par rapport à l'infrastructure, par rapport au social de la population, par rapport à tout ce qui doit être fait. Mettre la population à l'abri et non mettre mettre sa famille à l'abri. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit qu'il faudrait savoir faire la différence entre l'argent de l'État et l'argent de sa poche. L'argent de l'État ne vous appartient pas. Et lorsque tout ceci n'est pas fait, il est au devoir. Ne parlons pas que de l'opposition. Madame, même vous, vous êtes en droit de vous lever, d'aller porter plainte contre la République, parce qu'en tant qu'étudiante, vous avez fini, mais vous avez fait 3 ans sans travailler. Parce que vous êtes le peuple souverain. Et il n'est pas question des ultimatums, mais nous rappelons seulement à ces personnes que vous avez promis de choses à la population et vous devez les réaliser. Et si vous ne les réalisez pas, parce qu'il ne faudrait pas les laisser trop à l'aise non plus, parce que lorsqu'ils sont trop à l'aise, ils font n'importe quoi. C'est la raison de ces ultimatums qui sont légitimes et profitables à la population. Mais si le président n'arrive pas à concrétiser ses promesses, s'il ne concrétise pas, il va dégager. En attendant les élections en 2028. Non, mais attendez, la loi, la Constitution prévoit les modalités du départ du président de la République. À travers les élections. Soit c'est par les élections, soit c'est par inaptitude, soit c'est par démission. Mais c'est lui-même qui va démissionner. Mais il va démissionner parce que le peuple va le contraindre à démissionner. Mais c'est pas ce que dit la Constitution. Non, puisque lui, en bon patriote. C'est un acte volontaire. Mais ça sera volontaire. Bien sûr que ça sera volontaire. Sous pression peut-être. Non, c'est pas question de pression. Il va se dire que le peuple a raison. Je me sens indigne de les diriger. Je suis un très mauvais président de la République. Les jours où il va mettre fin à la oui, puisqu'il n'a pas remis la paix entre les mains des Congolais, ça veut dire qu'il est indigne d'être président de la République. Et puisqu'il va reconnaître son indignité à être président de la République, il va démissionner. Et l'article 211 de la CENI, de la Constitution, qui régit la CENI, va mettre en place les modalités ou le process des élections. Et il y aura d'autres élections pour mettre en place un autre président digne du peuple congolais qui pourra réaliser les promesses et tout ce que la population attend. Madame Dena, peut-être une dernière question. Si le président démissionne, c'est le président du Sénat qui va prendre le pouvoir. En donnant toujours 90 jours, il devra... Et ça aussi, c'est écrit dans la Constitution. Il devra organiser les élections. Pensez-vous que, objectivement, actuellement, est-ce que la République démocratique du Congo est capable d'organiser ces élections en 90 jours? Oui. Mais ils ont dit qu'ils sont capables de pouvoir mettre en place le référendum. Alors que le coût du référendum, c'est de... Mais la population ne prendra pas peut-être 90 jours. Non, tout dépend des moyens qui sont mis.
Ils peuvent accélérer à travers les moyens. Mais ils peuvent accélérer, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ils ont dit qu'il n'y aura pas possibilité de mettre en place les élections. Mais il y a quand même possibilité de mettre en place le référendum. Or, le référendum, là je vais dans la chronologie et l'objectivité. Oui. Le référendum est doublement plus budgétivore, je ne sais pas si ce mot existe en français, que les élections. Parce que les élections, les dernières, avaient coûté 1,1 milliard de dollars à la République. Oui. Par contre, le budget du référendum est de 2,3 milliards de dollars. Ça voudra dire qu'il y a de l'argent pour le référendum. Et je pense personnellement que nous aurons même à économiser. Parce que s'il faille prendre 1,1 milliard de dollars dans les 2,3 milliards qu'ils ont, toujours nous pourrons mettre en place les élections. Et nous pensons que, puisque les articles 75 et 76 de la Constitution donnent le process de ce qui doit être fait, donc le président du Sénat, c'est lui qui va organiser ces élections ensemble avec la CENI. Et puisqu'il y aura assez de moyens, 90 jours, si les choses sont bien faites, il y aura des belles élections d'ailleurs. Merci beaucoup, Madame Dena. Vous regardez votre caméra qui est juste en face de vous. Posez question moko na président de la République. Question moko par la président de la République. Alingala. Président de la République. Pour animer ma cambouignon soyo la population salamote. N'a pas essayé. T'es copié, c'est annoté. Il y a moko à répondre. Il y a moko à répondre. Okay. La dernière partie de l'émission, c'est les cartons rouges. Vous en avez 2. Carton rouge, ça veut dire vous vous comportez comme l'arbitre du match en sanctionnant 2 personnalités politiques avec 2 cartons rouges. Ok. Allez-y. Le premier carton rouge, vous l'attribuez à qui? Le premier carton rouge, je l'attribue au président de la République lui-même. Pourquoi? En quelques secondes. Pourquoi? Mais parce que tout ce qu'il avait promis à la population, il n'a rien fait de tout ça. Il y a eu la gratuité. Laquelle? Je ne réponds pas. Nous ne parlons pas de la qualité, nous ne parlons pas de la quantité, plutôt nous parlons de la qualité de l'enseignement. Et il n'y a aucune qualité dans ces enseignements. Et moi, je pense même que lorsque nous allons diriger, nous allons faire table rase et répondre. Mais le problème, c'est que nous aurons perdu toute une génération. Parce qu'aujourd'hui, il y a pour la plupart de ceux qui sont en 6e primaire qui ne connaissent ni lire ni écrire. Vous allez refonder l'État à travers la refondation de l'État. Bien sûr. Deuxième carton qui est très bien structuré d'ailleurs. Deuxième carton rouge. Deuxième carton rouge. Je le donne au ministre spécifiquement de l'agriculture, pêche et élevage. Pourquoi? Parce que, en dépit de tout ce que nous pouvons dire, la première nécessité de la population, c'est son ventre. La population doit manger. La population doit se nourrir. Et là où je n'arrive pas à comprendre, parce que si vous arrivez à nourrir la population, bon, quand à ma politique, faites en sorte qu'il y ait des réserves alimentaires. Faites en sorte que la population mange à sa faim. Vous verrez que tout ceci, mais puisque lui, il est irresponsable, je pense même qu'il ne sait même pas pourquoi il est là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la population meurt de faim. Et il a un très gros carton rouge. Votre dernier mot. Et une première participation dans l'émission politique. Votre dernier mot. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Et je pense que, comme je l'ai dit tantôt, ça ne sera pas la dernière. Ça a été vraiment un plaisir. Mais ce que moi, je pourrais dire à la population, c'est que il faudrait donner toutes les possibilités à une personne de pouvoir se repentir. Même une personne qui est au couloir des accusés, à un moment donné, on lui donne la possibilité de pouvoir dire son dernier mot. Et nous pensons qu'aujourd'hui, comme nous avons à notre côté notre allié, qui a toujours été la SYNCO, et qui nous demande de pouvoir donner cette dernière chance-là pour voir la volonté du président de la République, nous pensons que c'est des bonnes guerres de pouvoir le faire. Et nous allons demander à la population de ne pas se fatiguer, parce que nous savons que cette population-là est en colère, mais il faudrait lui donner sa chance
de pouvoir se repentir un peu comme Saul de Tarse. On verra s'il deviendra Paul. Et s'il ne devient pas Paul, avec ce dernier deadline, la population tikaye pendant un verdict populaire. Merci beaucoup, Madame Dena, d'avoir accepté notre invitation. Vous allez saluer pour nous le président de l'ICE Sangha. Bien évidemment. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission politique. Je rappelle qu'on a eu le plaisir d'avoir sur ces plateaux Madame Jocelyne Dena. Elle est au cadre des envols du président de l'ICE Sangha. On va se retrouver la semaine prochaine, si Jésus ne revient pas. Madame Dena, opposition, au côté, il y a pouvoir que le président de la République a une vision, a une mission, a un mandat et a une mission. Oui, a une mission. A une mission, Timboke. A une mission, il y a 5 ans, il y a pouvoir, 5 ans renouvelable, fin quoi. Bon, bah oui, bon côté. Kasinakat, il y a 10 ans, il faut faire la mission. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. L'émission est terminée. On va se retrouver la semaine prochaine, si Jésus ne revient pas, avec notre invité et d'autres questions de l'actualité de la République démocratique du Congo. Allez, bye bye.